Bonjour à tous. Dans le dernier épisode sur la finance apatride, on a vu que toute l'histoire des hommes et tout l'enjeu pour l'humanité se situe dans le combat à mort entre empire et nation. C'est la seule grille de lecture pour comprendre l'histoire du monde et donc notre situation actuelle. On a vu que les empires sont les antithèses des nations, la nation débouche toujours sur l'état de droit, le consentement des gouvernés à être gouvernés, alors que l'empire écrase tout ça sous sa botte est le plus puissant empire de tous les temps. Surpassant de loin tous les empires qui aient jamais existé, c'est celui qui nous soumet actuellement. Celui qui s'acharne à construire une prison sans mur et à nous éduquer bien comme il faut pour être de bons petits prisonniers, ne songeant même pas à s'évader à cause d'un système d'esclavage pervers où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves à code-barre que nous sommes ont l'amour de leur servitude, comme dirait Huxley dans Retour au meilleur des mondes. Et cet empire dégénéré, eh bien, c'est l'empire de la finance apatride, une élite financière composée de dynasties sans scrupules qui n'ont pas hésité à générer les deux guerres mondiales pour arriver à leur fin et construire donc une nouvelle Babel et son gouvernement mondial avec persévérance. Donc je résume, s'activer avec persévérance pour la venue du gouvernement mondial avec pour fondement les principaux blocs continentaux. Ces mots ont un sens et certains les emploient sans phare. C'est là que je vous citerai volontiers le discours de Winston Churchill, WC pour les intimes, et qui présidait le 7 mai 48 le congrès de La Haye, rien de moins que le congrès fondateur du mouvement européen, d'où tout le dévergondage national est parti, financé par l'oncle Sam et derrière lui la finance apatride. Je vous citerai volontiers ce texte, mais les lois à la con m'empêchent de vous le citer. Regardez. Mais bon, rien ne vous empêche d'aller le consulter, par exemple, à page 4 à l'avant-dernier paragraphe. Je répète, là où j'en étais, s'activer avec persévérance pour la venue du gouvernement mondial, avec pour fondement les principaux blocs continentaux, et je vous invite à revoir les vidéos de la saison 2 à l'aune de cette phrase. Alors, quel est le fondement de cet empire? Cet empire repose sur l'idée simple mais capitale que celui qui détient le pouvoir de création monétaire est véritablement souverain. Je vous renvoie aussi à la vidéo sur la dette publique illégitime et impayable qui est totalement fondamentale pour comprendre la plus grande arnaque de tous les temps, car celui qui détient ce pouvoir a le pouvoir même de tout acheter. Mais pour tout acheter, il faut d'abord évidemment rendre tout achetable. Il faut faire sauter les réglementations protectrices, c'est-à-dire mondialiser le commerce, bien sûr faire évoluer les mentalités pour pouvoir tout commercialiser, même ce qui était encore hors commerce, comme les services publics ou le corps humain. C'est ce que dit sans détour d'ailleurs le type qui murmure à l'oreille de nos fake présidents, mais vrais larbins mondialistes ultralibéraux depuis 40 ans. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. De la découverte de la pierre philosophale qu'est le pouvoir de création monétaire jusqu'à la nécessité de rendre tout achetable, découle toute la stratégie de notre ennemi incarné, la finance apatride, que j'exposais à l'épisode 1 dans la saison 2, que je vous résume ici. D'abord, la soumission des États-Unis en 1913 à l'épisode 2, après plus d'un siècle de lutte acharnée, de guerre d'attentats, de propagande, de corruption pour y implanter par la Fed le système d'argent-dette, c'est-à-dire le pouvoir de création monétaire aux mains non pas de la collectivité, mais d'entités privées. Pour la finance apatride, l'idée c'était de contrôler le monde entier à terme par la dette. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Et ce levier, c'est la dette. Et quel meilleur pays choisir qu'un grand pays capitaliste ultralibéral pour y implanter ce levier?
Ensuite, aux épisodes 3 et 4, on a vu que la finance apatride a réussi à écraser les empires russes, ottomans, austro-hongrois et allemands grâce à la Première Guerre mondiale. L'idée pour la finance apatride, implantée en bonne partie dans les pays anglo-saxons, c'était de prévenir la constitution d'un bloc économique de puissance terrestre qui aurait supplanté la thalassocratie anglo-saxonne à terme, rendant sans valeur leur supériorité maritime. Leur stratégie, c'était le contrôle du Heartland, c'est-à-dire surtout de la Russie, et ça a été pensé en 1904 par un géographe anglais, Mackinder, qui recommandait de constituer des États indépendants sous contrôle en Europe de l'Est, selon la logique suivante. Qui tient l'Europe orientale tient le Heartland, qui tient le Heartland domine l'île mondiale, qui domine l'île mondiale domine le monde. Pour réaliser ce plan, ils ont poussé l'Allemagne sur la Russie une première fois pour qu'ils s'affaiblissent entre eux, c'était la Première Guerre mondiale. On a décortiqué ensuite le financement du chaos aux épisodes 5 à 8 en voyant par le menu que la finance apatride a financé tous les camps et qu'elle a notamment créé un foyer révolutionnaire dans la Russie pour la déstabiliser et à partir de là exporter la révolution pour déstabiliser bien les pays réfractaires au changement. Puis, devant le peu de coopération des révolutionnaires soviétiques, à renvoyer l'ascenseur à cause de Staline qui préférait consolider le communisme en URSS dans un premier temps au lieu de l'exporter de suite, eh bien la finance apatride, telle que présentée aux épisodes 9 et 10, a par réaction créé un second monstre, Hitler. Elle lui a donné les moyens financiers, économiques, industriels, politiques, sociaux et les opportunités géopolitiques adéquates. Pour finir à l'épisode 11 par la création dès lors de la Seconde Guerre mondiale pour affaiblir tout le monde et commercialiser la Russie, enfin l'URSS, en l'explosant par projection des Allemands dessus, pour la seconde fois qui devait être pris par derrière par les sauveurs victorieux des deux totalitarismes épuisés. Et au passage, avec plus de 100 exercices militaires réalisés par l'OTAN au bord de la frontière russe en 2019, on imagine facilement que le but c'est de créer une troisième tentative. Tout ça a permis à la finance apatride de faire des États-Unis la seule superpuissance de l'époque grâce à 3 points capitaux obtenus grâce au chaos généré. D'abord, la constitution des monopoles d'exploitation commerciale qui sont réalisés grâce aux concentrations de capital dans les pays anglo-saxons et aux possibilités offertes d'investissements massifs dans l'Allemagne asphyxiée et chaotique des années 20. Ensuite, la captation de l'essentiel mondial grâce aux guerres. En temps de guerre, bien sûr, l'or sert à acheter les armes. Puis enfin, la fabrication des États-Unis comme sauveurs du monde grâce aux méchants monstres soviétiques et nazis. En résultante, à la fin de la guerre, les États-Unis possédaient les 2/3 des réserves d'or mondiales. Ils assuraient plus de la moitié de la production manufacturière mondiale, produisant la moitié du charbon, les 2/3 du pétrole et plus de la moitié de l'électricité au niveau mondial. Ils avaient alors une capacité industrielle hors norme, pouvaient produire de grandes quantités de navires, d'avions, de voitures, de produits chimiques, d'armes, d'autres produits manufacturiers. Tout était alors prêt pour faire du dollar, argent en dette, la monnaie internationale. Et ce fut le cas, hormis pour le camp soviétique, grâce aux accords de Bretton Woods. Alors, ces accords économiques du 22 juillet 1944, initiés et organisés par les États-Unis, ont façonné le système financier international en faisant de leur monnaie, le dollar, le pilier de la nouvelle architecture économique du monde libre, entre guillemets, pour favoriser une reconstruction sous leur influence, mais une reconstruction des pays dévastés par la guerre. Ces accords reconnaissaient en droit la suprématie économique et financière des États-Unis en posant le principe du Gold Exchange Standard, selon lequel toutes les monnaies se définissent en dollars et seul le dollar est défini en or. Dans ce système, vous avez les différentes monnaies nationales hors dollar qui ont un taux de change fixe mais ajustable en cas de besoin par rapport à un cours plancher et un cours plafond d'un écart de 1% maximum par rapport à la parité initiale fixée dont le contrôle est assuré par le Fonds monétaire international créé alors
pour stabiliser, entre guillemets, les politiques nationales, ce système présupposait bien sûr que les États-Unis chercheraient à maintenir la valeur réelle de leur monnaie, c'est-à-dire en ne créant pas plus de dollars que d'équivalents en existant or. En résumé, les États-Unis avaient le pouvoir de tout acheter avec le dollar, qu'ils pouvaient créer à vue sauf à se sentir liés par leurs engagements écrits dans le cadre de ces accords de 44. Manque de chance, ils s'en fichèrent. Selon le Fonds monétaire international, en 66, les banques centrales étrangères du monde détenaient 14 000 milliards de dollars, bien qu'il n'existait que 3 200 milliards de dollars assis sur l'or, en créant donc presque 5 fois plus de dollars que d'équivalent or possédés. Washington put ainsi entretenir à bons frais un déficit colossal de sa balance des paiements grâce à sa position de monnaie pivot, puisque les banques centrales étaient obligées de conserver de larges réserves libellées dans cette monnaie, lui permettant alors de créer non pas toute la fausse monnaie qu'il voulait, ça sera fait avec la décision de Nixon en 71, mais d'abuser au moins déjà dans un premier temps du système pour leur seul et unique intérêt. Les États-Unis ont donc instauré un système de réserve fractionnaire. Imaginez qu'avec $1 assis sur l'or, ils en ont créé presque 5. Et dans ce système, une banque privée, et la Réserve fédérale américaine est une banque privée, qui est non pas aux mains de l'État, mais d'un consortium d'entités privées, a le pouvoir d'émettre de la monnaie, et ce pouvoir ne repose sur rien. Elle a le pouvoir également de l'écouler, avec usure, qui plus est, en permettant au cheval de Troie du mondialisme, les États-Unis, de tout acheter. Les États-Unis, ainsi dotés du pouvoir de tout acheter avec leur dollar, devaient encore rendre tout achetable, et donc faire sauter les barrières en mondialisant l'économie de marché capitaliste ultralibérale. Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Voilà donc la seule grille de lecture qui permet de comprendre les événements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, et d'y donner un véritable sens. Hors de cette grille de lecture, point de compréhension. On verra ça la prochaine fois. Merci de votre écoute et à bientôt.